Bien, bonjour à tous. Donc, voici la synthèse du cours sur la traction RDM pour que vous puissiez réviser votre leçon et vos exercices. Donc, en cours, on est parti d'un questionnement, à savoir suspendre une masse de 1000 kg. Dans un premier cas, première solution technologique avec un tirant de diamètre 11 mm et de longueur 500 mm. Dans un deuxième cas, deux tirants de diamètre 4,5 mm, de longueur 300 mm. Et dans les deux cas, on a expliqué qu'on utilisait un acier non allié avec une limite élastique de 320 MPa et on utilisera pour les calculs un coefficient de sécurité de 3. On reviendra un petit peu plus loin sur ce qu'est, ou plutôt sur ce que sont la limite élastique et le coefficient de sécurité. Donc la problématique, cas numéro 1, un tirant de 11 mm de diamètre, cas numéro 2, un tirant de 4,5 mm de diamètre, et dans les deux cas, on veut suspendre une charge de 1000 kg, une tonne. Ensuite, on a vu ensemble l'essai de traction, ici. Donc l'essai de traction, c'est un essai qu'on pratique pour définir la limite élastique d'un matériau ainsi que toutes ses propriétés. Comment est-ce qu'il est pratiqué? Il est pratiqué grâce à cette machine. Je vais zoomer un peu sur l'essai de traction. Donc grâce à cette machine qui utilise des éprouvettes. Donc pour chaque matériau qu'on veut tester, on a une éprouvette avec une longueur de départ qu'on appelle L0, un diamètre défini. On la met entre les deux morts, la machine exerce un essai de traction et on obtient la courbe suivante. Donc la courbe suivante, qu'est-ce qu'elle nous explique? Vous avez sur les abscisses l'allongement relatif de votre éprouvette, c'est-à-dire la variation de longueur qu'on appelle delta L divisé par la longueur originale au départ de votre éprouvette. C'est ce qu'on appelle l'allongement relatif. Donc concrètement, c'est epsilon, l'allongement de la pièce. En ordonnée, vous avez sigma. On reviendra après sur la notion de sigma et d'epsilon. Simplement, sigma, c'est la force que la machine va produire en traction divisée par la section de l'éprouvette. D'accord? Donc, concrètement, physiquement, plus on tire fort, plus on va vers le haut, plus la pièce s'allonge, plus on va vers la droite. D'accord? Donc, on tire, on tire, on tire. On est ici dans le domaine OA, qu'on appelle le domaine de déformation élastique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que à tout moment, lors de cette phase, si je stoppe la sollicitation, la pièce reprendra, l'éprouvette reprendra sa taille L0 d'origine. C'est ce qu'on appelle le domaine élastique. La déformation est élastique, c'est-à-dire réversible. Et surtout, ce qui est très important, il faut noter qu'on a une droite. On a une droite. Donc, si je tire 2 fois plus fort, eh ben, je vais m'allonger 2 fois plus. D'accord? Le rapport entre la contrainte et l'allongement est linéaire. D'accord? Donc nous, en mécanique, c'est la phase qui nous intéresse. C'est dans cette phase qu'on doit travailler. Les pièces doivent toujours rester dans cette phase. Pourquoi? Eh bien, on va le voir, puisque la phase BC, c'est la phase qu'on appelle la phase d'écrouissage. L'éprouvette s'allonge, 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 jusqu'à passer un cap, et là on rentre dans le domaine plastique. Le domaine plastique, qu'est-ce que c'est? C'est le domaine qui est après le domaine élastique, et dans ce domaine, la déformation est permanente. D'accord? Si on arrête la sollicitation, la pièce reste quand même déformée. C'est irréversible. Et ce domaine plastique, il est lui-même divisé en deux domaines, BC et CD. BC, c'est ce qu'on appelle l'écrouissage, d'accord? C'est-à-dire que la déformation est répartie tout au long de la longueur de l'éprouvette. Tout se déforme uniformément. Par contre, CD, on a l'apparition au point C d'une gorge et on rentre dans ce qu'on appelle la striction. C'est-à-dire que la déformation n'a plus lieu tout au long de l'éprouvette, elle a lieu dans la gorge. D'accord? On continue. Une fois que la gorge est apparue, quand on continue de tirer, ici ça se déforme plus. Ça se déforme qu'au niveau de la gorge. D'accord? On dit que la déformation est plastique localisée,
c'est-à-dire la striction. Donc si je résume, en abscisse, on a l'allongement, en ordonnée, on a la contrainte. Plus on tire fort, évidemment, plus l'éprouvette s'allonge, et ça permet de mettre à jour 3 phases. Une première phase qui est la déformation élastique, donc réversible et surtout linéaire. Une seconde phase qu'on appelle le domaine plastique. La déformation est permanente et à l'intérieur de ce domaine plastique, on a l'écrouissage et la striction. Donc ce qu'il faut surtout retenir, c'est que on a en sortie de domaine élastique une limite RE, qui est la limite élastique du matériau, et c'est la limite qu'on ne doit pas déplacer en construction mécanique, enfin en mécanique en général, dans le domaine de la maintenance, de la conception, dans tout le domaine mécanique, sinon la pièce est endommagée de manière irréversible. D'accord? Donc cette limite, elle s'appelle RE, limite élastique, et elle varie pour chaque matériau. D'accord? Donc, c'est une pression, puisque c'est F sur S, d'accord? C'est homogène à une pression, ça s'exprime en mégapascal, et c'est une contrainte, d'accord? Sigma. Pour un acier de construction usuel, non allié, ça va entre 235 à 355 mégapascal. Un acier faiblement allié, on est entre 700 et 1450 mégapascal. Donc un petit rappel sur les unités, 1 mégapascal, dans nos formules on va utiliser des newtons et des millimètres carrés, on a des mégapascal. C'est égal à 10 puissance 6 pascal. Je rappelle que le pascal c'est des newtons et des mètres carrés. Nous, c'est le newton millimètre par millimètre carré, soit le mégapascal. Le point suivant, c'est la contrainte normale. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on a défini la contrainte normale dans nos pièces? Eh bien, on a procédé d'abord par une étude statique. Donc, je reviens à nos deux cas. Cas numéro 1. Que nous dit l'étude statique? J'isole le tirant. Le tirant est soumis à deux actions mécaniques. L'action de la masse, donc 10 000 newtons, de manière verticale dirigée vers le bas. Et s'il est en équilibre, eh ben on a la même force en haut, de 10 000 newtons. On néglige le poids. Donc on est bien dans le cas, comme dans la machine, de la traction. D'accord? On a un effort de traction de 10 000 newtons. C'est ce qu'on appelle l'effort normal. Dans le cas numéro 2, on a deux tirants. Si j'isole un tirant, bah, au lieu de porter 1000 kg, il va porter la moitié, 500 kg. Donc ici, l'effort normal va être de 5000 newtons, puisqu'on a un tirant qui est en équilibre ici, on isole un seul tirant, 5000 newtons vers le bas, 5000 newtons ici au point d'ancrage vers le haut, on est bien dans le cas de la traction. Je reviens à la notion de contrainte normale. Comment est-ce qu'on calcule la contrainte normale? La contrainte normale, je l'ai dit dans la courbe, elle s'appelle sigma, elle s'exprime en mégapascal. On la trouve en divisant l'effort normal par la surface de notre pièce. Donc dans le cas de l'éprouvette, c'était une section ronde, mais on peut avoir des sections carrées, des sections en I, des sections en U, peu importe. D'accord? Mais toujours, sigma, c'est l'effort normal divisé par la section. Pour les unités, sigma, ça va être du mégapascal, l'effort normal, ça va être du newton, et la section en millimètres carrés. Donc dans le cas numéro 1, on l'a dit, l'effort normal c'était 1000 kg x 9,81. D'accord? Donc premièrement, j'écris ma formule, toujours. Sigma est égal à N sur S. La contrainte est égale à l'effort normal divisé par la section. L'effort normal, on l'a dit, c'est 1000 kg pardon, fois 9,81, soit 9810 newtons. La section, vu qu'elle c'est un rond, pi r au carré, on avait un diamètre de 11 mm, donc le rayon c'est 5,5, pi fois 5,5 au carré est égal à 95 mm carrés. Je mets tout ça dans ma formule, ici vous avez l'application en rouge, donc N c'est 9810, S 95, on obtient 103 mégapascal. Je m'aperçois que j'ai oublié d'écrire le petit A, ah non ça c'est pas passé au scanner, d'accord, mégapascal. Cas numéro 2, bah c'est la même chose, sauf qu'on va pas avoir le même effort normal, puisque chaque tirant va porter simplement 500 kg, soit 5000 newtons. D'accord? N est égal à 500 fois 9,81,
Donc de manière précise, c'est 4905 newtons. La section pi fois 2,25 au carré, puisque le tirant mesurait 4,5 mm de diamètre, on a 15,90 mm². Je fais mon application numérique en rouge, N sur S, 4905 sur 15,9, on a une contrainte dans le matériau de 308 mégapascales. D'accord ? Donc on voit que plus l'effort normal est important, plus la contrainte à l'intérieur du matériau va être importante, plus on a un risque de rupture, plus la section est grosse, plus le tube est gros, ou le tube, ou peu importe, le I, enfin plus la surface est importante, plus sigma est petit, d'accord ? Donc plus la pièce est résistante, et moins on a un risque de rupture. Voilà pour la contrainte normale. On écrit ensuite la condition de résistance. Donc la condition de résistance, on va simplement vérifier que la contrainte à l'intérieur de la pièce sigma est inférieure à la limite pratique d'élasticité, qu'on appelle également la résistance pratique à l'extension, RPE. Qu'est-ce que c'est que RPE ? C'est le RE de notre matériau qu'on a défini ici dans notre essai de traction, divisé par un coefficient de sécurité. D'accord ? On prend toujours un coefficient de sécurité. En mécanique, de 3 à 5. Pour les installations qui accueillent du public, ou si les contraintes sont difficilement modélisables, on va aller jusqu'à 10. En aérospatial, je vous l'ai expliqué en cours, on va prendre un coefficient de sécurité de 1 parce qu'on veut que tout soit très léger. C'est pour ça que la mécanique dans le domaine de l'aérospatial, c'est très cher, puisque tout est vraiment optimisé de manière à être très léger. D'accord ? Donc nous, on va prendre un coefficient de sécurité de 3. Donc RE, on a dit qu'on avait un acier à 320 mégapascales, on l'a dit ici. D'accord ? Je divise par mon coefficient de sécurité de 3. 107 mégapascales. C'est la limite de contrainte à ne pas dépasser. Si on dépasse RPE, on a rupture. D'accord ? Donc, cas numéro 1, sigma, qui valait 103 mégapascales, est bien plus petit que 107 mégapascales. Donc c'est juste plus petit, mais ça passe. D'accord ? Avec un coef de 3, ça passe. La pièce ne casse pas. Donc on valide le cas numéro 1. C'est résistant avec un coefficient de sécurité de 3. Cas numéro 2, sigma, 308 mégapascales. Est-ce qu'il est plus petit que RPE, 107 mégapascales? Non, il est plus gros. C'est-à-dire que si on prend un coefficient de sécurité de 3, dans le cas numéro 2, on a la rupture du matériau. On considère qu'on a rupture. Donc il faut redimensionner le système. Soit on va changer le matériau, soit on va ajouter des tirants, soit on va changer le diamètre, peu importe. En tout cas, pour l'instant, ça passe pas. Donc vous voyez que vous avez été capable de calculer, dans ce cas de figure et dans ce cas de figure, est-ce que notre système à 1 ou 2 tirants peut porter ou non la charge d'une tonne, grâce aux lois de la physique, de la RDM, la résistance des matériaux, appliquée ici dans le cas de la traction. Bien. On va pouvoir ensuite calculer la déformation longitudinale, c'est ce qu'on appelle la loi de Hooke. Donc, c'est beaucoup de mots, il y a beaucoup de lettres grecques, mais donc physiquement c'est très simple. Il faut comprendre que la pièce dans le domaine élastique fonctionne comme un ressort, d'accord? C'est linéaire. Plus je tire, plus la contrainte est importante, plus je m'allonge. À quoi est égal l'allongement? L'allongement, je l'ai appelé epsilon, d'accord? Epsilon. Cette lettre s'appelle epsilon. Et elle est égale à quoi? Elle est égale à la variation de longueur, la variation de longueur de mon éprouvette, delta L, sur la longueur de départ. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'allongement relatif epsilon, pas d'unité. Mais c'est aussi égal, et on le voit sur la courbe, vous voyez, au rapport entre ma contrainte et mon allongement. D'accord? Delta L sur L. Donc, epsilon, c'est aussi sigma sur E. Et E, c'est quoi? Eh ben, c'est la pente de la droite qui est là. D'accord? C'est la pente qui est ici. Comme en mathématiques, vous avez y égale ax, puisque c'est une droite qui passe par l'origine, ben ici c'est exactement pareil. Vous avez epsilon
d'accord, est égal à sigma sur E. Et ça va nous permettre de calculer la déformation du matériau. Voilà. Quand je tire sur l'éprouvette, c'est pénible ce truc là. Quand je tire sur l'éprouvette, je pars d'une longueur L0 et je lui ajoute une longueur delta L grâce à l'effort normal. Donc je vais calculer epsilon qui vaut sigma sur E. Dans le cas numéro 1, on a expliqué que sigma valait 103 mégapascales. On va calculer ici. N sur S. On le divise par E. E, c'est ce qu'on appelle le coefficient de Poisson, d'accord, qui vous donne l'élasticité du matériau. D'accord. On voit que l'acier est 2 fois plus élastique que le cuivre, par exemple. L'aluminium, lui, est beaucoup moins élastique. D'accord. Donc dans le cas numéro 1, sigma vaut 103 mégapascales, on divise par 200 000 newtons par millimètre carré, on obtient 0,0051 pour epsilon. Là, il n'y a pas d'unité, c'est un allongement relatif. D'accord. C'est divisé par la longueur au départ. Bah ça, c'est très simple. Si on veut ensuite avoir l'allongement réel, de combien physiquement la pièce s'est allongée, combien le tirant s'est allongé, on va prendre le epsilon qu'on a calculé, et on n'a plus qu'à le multiplier par la longueur de départ. D'accord. Tout ça, c'est dans cette formule. Si je veux isoler delta L, le L0, je le passe de l'autre côté en multipliant, puisque là il est en divisant. Delta L est égal à epsilon fois L0. L0, on a dit que mon éprouvette faisait 500 mm. On met bien des millimètres, on a dit qu'on travaillait ici en millimètres et en newtons. La contrainte, ou plutôt l'allongement relatif, pardon, on vient de le calculer. Il vaut 5,1 fois 10 puissance moins 4. On obtient 0,358 mm. Ça, c'est l'allongement de ma pièce dans le cas numéro 1. D'accord. Donc si je résume, cas numéro 1, j'ai calculé la contrainte, d'accord. Elle vaut 107 mégapascales. J'ai vérifié qu'elle était plus petite que RPE, la résistance pratique à l'allongement. On a dit que ça passait. On peut calculer l'allongement de la barre, l'allongement du tirant sous la charge. Et on a dit que c'était un allongement de 0,3 mm. D'accord. Pour le cas numéro 2, ben, on ne peut pas calculer l'allongement puisqu'on a une rupture. D'accord. Les deux tirants sont cassés. Donc en fait, on s'allonge, bim, on casse. D'accord. Donc pour résumer, on a utilisé l'essai de traction pour déterminer la limite élastique de notre matériau. D'accord. Et ensuite, la démarche, c'est la suivante. On regarde notre système, on fait une étude statique, d'accord, pour déterminer l'effort normal. À partir de l'effort normal, on peut avoir la contrainte à l'intérieur de la pièce. Donc c'est la force, c'est l'effort normal. Tout à l'heure je l'appelais N, on peut l'appeler F, peu importe, c'est une force. Divisé par la section, ne pas confondre la section grand S avec le coefficient de sécurité, petit s. Donc je répète, la contrainte normale, c'est la force divisée par la section. Ensuite, on a la résistance pratique à l'extension, RPE, d'accord. Ça va être le critère de résistance de mon matériau. Donc c'est la limite élastique du matériau divisée par un coefficient de sécurité. Nous ici on avait pris A. On n'a plus qu'à vérifier que notre contrainte est bien inférieure à la limite pratique. Si elle est supérieure, ça casse. Si elle est inférieure, eh ben on est bon. Et après, on peut calculer l'allongement, sachant que on calcule d'abord l'allongement relatif. Si epsilon est égal à sigma sur E. Sigma toujours la contrainte normale. E, le coefficient de Poisson. Et l'allongement, delta L, qui vaut epsilon fois la longueur au départ de la pièce, epsilon fois L0. Voilà, merci à vous et à très bientôt.